Bonjour à tous et bienvenue sur Wishbrequin. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, nouvel essai et vu que ça fait un an qu'on n'a pas fait de vidéo, on revient avec un truc un peu stylé, un truc du terroir. Après, on est un peu rouillé comme la voiture. On a eu des commentaires partout, faites un essai de 4x4, donc on se dit on va vous faire un essai mais dans le contexte qu'il faut. Donc on est dans les champs, on n'est pas sur la route. On vous a pas pris le premier 4x4 venu. On voulait vous faire celui-là. Le Saint-Niva. Le Saint-Lada Niva, le blockbuster des 4x4 des années 80. Le monster truck le plus connu, je pense. Celui qui a tout gagné en rallye. Il était au Dakar. Il était dans la Sibérie. Petite pause, c'est Julien du montage. En faisant mes petites recherches pour trouver des photos sympas, je suis tombé sur celle-là. Michel Sardou qui a fait le Paris-Dakar aussi en Lada. Sponsorisé Pastis 51. Allez, bonne vidéo. Je pense qu'il a été aussi en expédition au pôle Nord, Vous en avez en vu sous-marin, partout. sur des porte-avions. C'est le 4x4, vous avez vu le partout, et le 4x4 qui est le moins équipé de tous les 4x4. C'est le truc qu'on a, vous avez la boîte de vitesse et rien. Mais du coup, ça vient d'où? C'est ça la question qu'on se pose. Pour ça, il va nous falloir remonter un petit peu dans le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, la Russie peine à se développer. La Russie, c'est grand. La Russie, c'est de la terre, c'est des champs, c'est des steppes, c'est de la neige, C'est de la neige, des conditions qui sont quand même pas idéales au développement de l'automobile. Et pourtant, il y a des gens en Russie qui doivent se déplacer. Ce que fait la Russie à l'époque, c'est qu'ils importent des voitures. Ils importent des voitures, ils ont importé une Fiat 124 pour tout travailler dessus finalement. L'Italie. L'Italie, bon, on va dire... L'Italie vend des voitures à la Russie, très bien. Ouais, pour dire, on va dire c'était l'Italie parce qu'on se dit, mais est-ce qu'ils ont demandé aux autres pays? Ils ont demandé à la France. La France a dit, gros, là, il faut faire foutre. C'est un peu la guerre froide. Faut Voilà. rappeler aussi le contexte. Occident, Russie, s'aimait pas trop. Il y avait les petits blocs, on va dire qu'il y avait quand même le mur de Berlin à ce moment-là. Enfin, on était vraiment sur un contexte particulier, quoi. Bref, toujours est-il que les Russes récupèrent des châssis, récupèrent des voitures et ils commencent à faire les mêmes. Mais il faut se dire qu'en Russie, les Fiat, elles sont limitées quand même. Il faut dire qu'il fallait pas que ça tombe en panne parce que le paysan là qui vit en fin fond dans la montagne, là qui tombe en panne et qu'il lui faut une pièce et qu'il faut quasiment 4 ans d'attente pour avoir une pièce ou un roulement, ça peut pas être possible. Donc Lada, de son autre nom, Boz. Vladimir, commence à produire des voitures et le gouvernement russe, qui en général n'a pas grand chose à faire de ses citoyens quand même, on va pas se mentir, ils ont eu quand même une lueur de gentillesse, puis ils ont regardé les mecs dans les campagnes, ils ont fait quand même, ça serait bien qu'ils puissent rouler. Bon, il y avait quand même les oligarques russes qui voulaient des bagnoles, mais pour remettre juste rapidement, c'est vrai qu'en Russie, c'est quand même, on parle de 200 millions de personnes, sachant qu'en plus, il y avait quasiment aucune route goudronnée. 9% du territoire, j'ai lu. Voilà, 9% du territoire, c'est que dalle. Voilà. Donc le gouvernement russe, qui avait des 4x4 mais jusque-là réservés à l'usage militaire, se dit on va quand même peut-être faire un 4x4 pour tout le monde. Donc ils partent sur la base d'un prototype, machin, ils regardent les Jeeps, tiens les Jeeps ça marche bien Ça aux marche bien, États-Unis, ouais. c'est quand même pas mal. Donc ils te sortent un truc qui ressemble plus ou moins à ça. Faut se projeter, Faut ouais. se projeter sans les portières, Sans le et toit. avec une petite bâche sur le toit. Ce à quoi les oligarches russes répondront votre 4x4 il est bien les gars, mais quand même les paysans dans leur campagne, Ils font comment? ils ont le droit d'avoir le même confort que les autres surtout. Alors c'est avec des grands guillemets. Voilà, le confort, confort, on est dans les Parce années que- 70 et en Russie. On s'en prend plein la gueule. T'as un gars quelque part à Moscou dans son cabinet qui dit je veux des portières, je veux un toit, on a un toit, et je veux du confort, on a une banquette, On a une banquette. on a une banquette. Non, et après on a le chauffage intégré. Faut dire que la voiture elle chauffe tellement que ça te chauffe tout l'habitacle à l'intérieur. Donc dans les années 80 sort le premier Lada, donc en fait en 79 si je ne dis pas de conneries, Oh, le métro en montage, ça, on URSS s'en fout. et exporté en Europe un an après. Au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la voiture est techniquement simple. On est sur une base globalement d'une Fiat 124 EOC, si vraiment on parodie. Qu'est-ce qui fait que le succès de cette voiture? Vous avez que 3 portes, donc vous avez une voiture qui est courte et avec un empattement très court. Si vous regardez, l'essieu arrière, il est sous la banquette arrière, l'essieu avant, il est sous le moteur. Et ça, mine de rien, ça paraît bête, mais ça permet de passer très très vite et sans glisser dans des endroits très compliqués. Et qu'est-ce qu'on se marre bien, comme on va vous le montrer à l'image maintenant. Oh, c'est grave. On s'entend même plus parler. Le
Deuxième point technique, c'est sa conception. On a une 4 roues motrices permanente qui a un système relativement ingénieux pour l'époque et qui en plus coûte pas cher à produire. Donc en fait, les Russes, ils ont fait ce que tous les Européens font depuis 40 ans sans y arriver. Mais pour le coup, mieux. Et pour le coup, mieux. Pour le coup, mieux quoi. C'est qu'en fait, votre voiture là, elle a un moteur. Et globalement, il y a une boîte de vitesse ici quasiment au milieu, avec un différentiel qui renvoie à un pont sur l'essieu avant, un pont sur l'essieu arrière. Et ce différentiel, il est bloquable avec un levier. Ça permet de passer très fort avec un différentiel ouvert ou fermé. Et en plus, sur les versions d'après, ils ont commencé à ajouter des niveaux de boîte. Donc vous avez des boîtes plus courtes et ça commence à être vraiment sérieux pour faire du franchissement. C'est un kick comme accélérateur. Et tu vas voir. Ouah, Oh putain. t'as plus de vitesse engagée là. Non, si j'en ai une. Attends. Il a l'eau. C'est bon, c'est bon. Putain, la vache de ça, c'est ma resté dans la main quoi. Le premier essai coup. Oh la vache ça. C'est gras. Alors est-ce que c'est facile à conduire? Alors le volant, j'avoue que j'ai un peu de mal avec la direction parce que c'est hyper flottant quand même. Alors il n'y a pas de direction assistée, hein, On va taper un peu dedans. Ouah. Voilà, on voit que ça marche bien, l'électro. On est en situation. Ça va à droite. C'est quand même hilarant parce que Oh la vache. comme il manque le cache au niveau de la boîte, on se fait asperger debout quand il prend les flaques. Et c'est quand même super drôle. Est-ce que vous voyez, la visibilité n'est pas très bonne aujourd'hui, attendez. Ah. Oh la vache. Oh, c'est Oh génial. la vache. Ça part bien coup d'extra. On n'a pas parlé de prix. Un Lada de 2003 comme ça en très bon état avec 20 000 km, ça coûte entre 6 et 7 000 euros. Ah ouais, mais faut les mettre, hein, surtout si vous êtes un peu campagnard et que vous aimez le bois. Et franchement, ça vaut le coup. Waouh. Ah ouais. Et ce qui est cool, c'est que celui-là, comme vous pouvez le voir, il est dans son jus, quoi. Les sièges sont quand même relativement confortables. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est vraiment acceptable. Et puis, on peut le voir dessus, vous avez juste l'essentiel. La radio, on s'en fout. Le Bluetooth, on s'en fout. On parle des années 80 quand même. Vous avez quand même deux personnes qui pouvaient se mettre à l'arrière. Bon, c'est pas forcément le plus confortable pour le long trajet, mais vous avez aussi un coffre. Et franchement, on a même de la place pour mettre quelqu'un encore dans le coffre. Ou alors, aller chercher le bois, c'est très bien aussi. Ou tuer des ours. Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans les années 70, quand le gouvernement russe écrit le cahier des charges du Lada, il y a écrit noir sur blanc: Je pense qu'ils étaient bourrés quand ils ont fait le cahier des charges. nous voulons que notre véhicule passe des pentes de 58%, 58%. c'est ça, Ouais, donc 60%. 60 degrés, c'est pour des pentes de 60 degrés. Il voulait que ça puisse passer des congères d'au moins 1 mètre de neige. 1 mètre de neige. On est là, quoi. C'est là 1 mètre de neige. Faut se projeter quand même. C'est difficile Non, de mais s'imaginer. Ils étaient complètement fous, mais pour une fois, ils avaient raison. Parce que du coup, ça marche toujours. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand les importateurs ont commencé à regarder le Niva et à l'importer en Europe, ça a été un carton assuré. En fait, la première année, le premier mois de mise sur le marché en Europe de l'Ouest, le Niva a raflé 40% des parts de marché. C'est comme si demain j'arrivais avec ma nouvelle baguette et que la moitié des boulangeries de France fermaient parce que je vendais la mienne. Et grâce à ça, ils ont sorti 600 000 voitures. Pour la Russie, c'était extraordinaire. Et depuis ce temps-là, il faut bien comprendre que le Lada Niva s'est vendu et exporté, surtout exporté à plus de 2 millions d'exemplaires. Ouais. Aujourd'hui, on a un 1700 cm3 essence qui est aussi capable de boire du GPL, parce que pourquoi pas, après tout, c'est vrai qu'au milieu de la Sibérie, on pourrait ne pas trouver d'essence. Donc ce truc-là est capable de boire un peu n'importe où. On avait aussi des versions diesel, et le prototype à la base était équipé d'un 1300 cm3, le même qu'il y avait dans les Fiat 124 et les Jiguli. 1,4 litre, mon cher. Encore une fois, c'est le gouvernement russe qui a dit non. Ça En suffit fait, pas. ça ne suffit pas pour les campagnes, nous avons des terrains difficiles, nous voulons plus. Donc il a été décidé d'y mettre un 1,6 litre qui est resté jusque quasiment au début des années 2000, quand on est passé après au 1,7 litre. Et maintenant, Après, on doit même avoir des 1,9 litre, il me semble. Moi, ça me surprend pas, c'est quand même le pays qui a sorti le T34, qui était C'est un des vrai. meilleurs chars du monde. Donc j'ai envie de dire, question cahier des charges pour un truc qui franchit n'importe quoi, ils avaient déjà une certaine expérience dans le domaine. Voilà, quoi. puis finalement, ce truc-là est pas si loin que ça d'un D'un char char. exceptionnel. Ça passe qu'on a pas partout. des quoi. chenilles. Bon, c'est vrai qu'on lui met des chenilles, je pense que des chenilles à canon sur le toit. Que là, on est sur le moteur. Donc, comme on peut voir, il est carrément posé sur l'essieu. Encore une meilleure répartition du poids. Notez encore une fois qu'il est en position transversale. Il envoie bien la puissance par là-bas à la boîte qui est en plein milieu dessous, Qui chauffe qui bien la guitare. répartit après la puissance aux 4 roues. Parce qu'on a une 4 roues motrice permanente. Donc ce truc-là était très performant en compétition malgré un moteur pas si performant que ça. Mais après, Mais il les était- capacités de il franchissement. était gonflé, quoi. On avait des Ouais, moteurs il au était Dakar gonflé, qui montaient jusqu'à 250 chevaux. Et en parlant de moteur, on a quoi nous? Ben là-dessous, nous, on a un petit 1,7 litre, donc qui développe la puissance environ approximative de 100 chevaux et qui nous sort globalement 150 Nm de coupe. 137 fiches techniques. Ah oui, 137, 137 pardon. fiches techniques. Ce qui en fait un moteur très coupleux, pas forcément très puissant, mais qui vous suffit à aller à 130 sur l'autoroute pour une utilisation de gens Quotidienne. normaux et à faire des conneries comme ça. Ça y est, le Sagittaire.
je te rejoins sur le fait que ça freine pas trop mal. Non, c'est pas mal, hein. Ah oui. Allez hop. Et ça donne un peu envie d'appuyer quand même en plein dedans. Allez, c'est parti. Ah, Oh la vache. Ah ouais, c'est... Oh punaise. Ah oui. oh, c'est excellent. Ah, j'adore. C'est bon, il coupe, monsieur, il coupe. Là, il faut se projeter. Ouais, ça répond quand même super bien. Attends, on va voir si on peut monter un peu sur la butte. On peut. Ça passe. On peut. Mais pas de Depuis problème. tout seul, hein. Pas de problème. Pas de problème. Non, non, ça se conduit quand même relativement bien, il faut être honnête. Le gros avantage de ce 4x4 là, donc on peut voir le moteur, la conception est hyper simple. C'est-à-dire que même quelqu'un comme nous, qui en mécanique, nous sommes des énormes tanches, on peut comprendre à peu près ce qu'il y a. Faut reconnaître que celui-là, il a 22 000 km, il est quand même particulièrement préservé. Il a bien finir le rodage. Voilà, on va dire ça. Je vais vous donner 10 arguments qui vous fera acheter un Lada. Pourquoi le Lada c'est une voiture de sport? Pourquoi le Lada c'est incroyable? Parce que Nous avons le démarrage Porsche à gauche du volant. Et ça, mes amis, c'est quand même sacrément ça, marrant. c'est l'argument commercial, moi, qui me ferait acheter un Lada. Ouais, moi aussi. Bon, bah, conclusion, t'achètes ou pas? J'achète. Moi, Même à 7, j'achète, je pense. C'est quand même un engin du diable qui pousse à faire des conneries. Merci de nous avoir poussé à faire cet essai parce que pour le coup, c'était super. Tout ce qu'il vous faut, c'est un garage pour éviter que ça prenne trop la rouille et un copain mécano qui puisse passer dessous. C'était Bounia Studio. À la prochaine. À la prochaine. Et Ciao. peut-être pas dans un an. Il n'y a pas besoin de radiateur, ça sert vraiment à rien. Regarde, le fait se dépose directement dessus.